Carlos Sainz prend le pouvoir chez Ferrari en signant une victoire à Singapour. L'Espagnol est la révélation de cette seconde moitié de championnat, faisant part d'une intelligence de course rare et d'une maîtrise sous la pression qu'on ne lui connaissait pas. Face à un Red Bull pour la première fois à la ramasse, l'écart se resserre entre les écuries de pointe, avec le regain de forme aussi de McLaren et Mercedes. Accident de parcours ou tendance pour la saison 2024. Débat. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro déjà dont refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en likant bien sûr la vidéo s'il vous plaît. On refait la F1, vous le savez, c'est chaque jeudi avant chaque Grand Prix avec, comme chaque semaine, pour arbitrer nos fanats du paddock dont l'expertise est parfois de mauvaise foi. Il me fallait un team principal avec une poigne de fer. Éric Boulier, Radio Tchèque, Éric. Olivier, Radio Tchèque. Loud and clear. Avec à mes côtés, en plateau, notre polémique de la F1, notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et son écurie Mercedes qui a plutôt bien marché ce week-end, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'ai le sourire. Ouais, la banane. La banane, ouais, ça s'est bien passé. En duplex, il ne touche plus terre depuis dimanche dernier. Le maire du village baësien, monsieur Fabrice Marcella, alias Peponi. Bonjour Fabrice. Salut tout le monde, c'est la première fois que j'aime bien un de tes sommaires, Olivier. Ça va pas durer. Hein. Il a prié, longuement prié, et enfin, ses prières sont exaucées. Il tient, c'est le patron de l'église Ferrari. Donc, ami Alain Di Duca, bonjour Alain. Bonjour, et je vous fais un message de la part de Carlo Bonfanti, qui est le père qui sonne les cloches à Maranello. Capito? Si, les cloches de Maranello... les cloches de Maranello ont enfin sonné car il est tradition quand Ferrari gagne un Grand Prix que les cloches se mettent à sonner du côté de la capitale de Ferrari. Quant à moi, vous le savez, comme chaque semaine, je demeure un fan du doyen des pilotes, mais qu'il se bonifie d'année en année. Bon, ça a été un peu difficile cette fois-ci. Monsieur Fernando Alonso, mais il a certainement de bonnes raisons d'avoir un Grand Prix difficile. Allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Singapour, avec la revanche de Ferrari et de Carlos Sainz. Carlos Sainz en état de grâce ce week-end. Un week-end parfait, les amis tifosi. Hein. On peut dire même le stratège. Il a été devant tout au long du week-end. Allez les tifosi, faites-vous plaisir. Allez, peut-être on va commencer avec Fabrice. Eh bien écoute, c'est enfin, on a un autre gagnant que Red Bull. Et ça fait du bien, c'était un super Grand Prix, en tout cas du moins pour nous, en tout cas Alain et moi. Enfin, c'est pas lié au hasard. Tu vois, il a réussi à faire quand même la pole. Il a fait preuve d'une intelligence quand même incroyable pendant toute la course. Et puis, là où j'ai trouvé intéressant aussi cette course, c'est cette association qu'a eu Sainz avec Norris. C'est les ennemis de tes ennemis deviennent tes amis, en fait. C'est l'inverse. Mais en tout cas, il a réussi un truc incroyable. C'est de se protéger en donnant cette aspiration à Norris, de se protéger des Mercedes. Et en même temps, Norris s'est protégé aussi des Mercedes. Donc, une course, je trouve, exceptionnelle, un Sainz exceptionnel. Je suis triste, bien sûr, pour Charles Leclerc, mais c'est aussi grâce à Charles que Sainz a remporté la course. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est le début d'une belle histoire pour le reste de la saison. Monsieur le prêtre, donc ami, donc il a été devant tout au long du week-end, il a dominé son coéquipier Leclerc, pole position, week-end parfait. Week-end parfait, mais je voudrais aussi, il faut féliciter l'écurie, parce qu'on a tellement tapé sur la stratégie l'année dernière qui était plus que chancelante de Ferrari. Là, pour le coup, voilà, c'est écurie, Carlos qui a vraiment tout bien appliqué. C'était intelligent et puis en plus c'était passionnant parce que j'ai enfin du suspense. Il y avait du suspense. Il y a eu une très belle stratégie de Mercedes qui n'est pas une stratégie qui s'est construite le dimanche, mais dès le début du week-end. Donc franchement là c'était top et toutes les prières ont été exaucées et les cierges ont été amortis enfin du côté de l'église Ferrari. Éric Bouillet, c'est vraiment la victoire de l'intelligence. Je ne veux pas dire que c'est surprenant, ce serait méchant de dire ça, mais vraiment un Sainz transformé ces deux derniers Grands Prix.
Sainz, quand lui ont transformé, alors effectivement, il a fait, je dirais, un week-end parfait, comme l'a dit Fabrice. Garder Norris dans le sillage de son DRS, c'est quand même osé, c'est quand même extraordinaire parce que pour l'instant, on n'a vu que très peu de pilotes qui étaient capables d'assumer ça. Et effectivement, il a utilisé Norris comme un bouclier, ça a marché. Ça finit d'ailleurs par énerver Russell qui fait une petite erreur juste à la fin. Un très 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 beau week-end de Sainz, de Ferrari en général. Hein. Et puis, oui, comme tu l'as dit, il faut souligner aussi l'équipe. Comme l'a dit Alain, Charles Leclerc se fait un peu avoir à cause de ce virtual safety car, mais il aurait dû être là pour se battre, en tout cas, sur le podium. Il aurait été au moins deuxième, en tout cas. Donc, effectivement, un très beau week-end de Ferrari. Et de voir Red Bull marquer le pas, ça fait aussi ça. Ça permet de voir qu'il y a un très beau week-end quand les autres se battent, parce qu'on va voir 4 voitures se battre pour la victoire à 4 tours de la fin, c'est pas tous les jours. Ouais. Laurent, c'est vraiment une surprise, moi, je trouve ça c'est vraiment presque la révélation de l'année. Il avait quasiment rien fait depuis le début de la saison, aucun podium, et là, il est au firmament. Hein. Ouais, alors il avait rien fait, il restait devant Charles Leclerc au point, hein, tu vois. Bon. Donc c'est le duo le plus proche. C'est-à-dire que quand tu regardes la séparation, toutes les autres équipes sont coupées, quoi. Tu vois, alors tu vas me dire, oui, à l'exception de Pérez et trucs, mais bon, ils ont la meilleure voiture. Psychologiquement, oui, surprend. Il était assez fragile psychologiquement, il était sous la domination de Leclerc. Là, il était fragile, il était très solide. Il était grincheux, il était pleureur. Ne me mettez pas d'amende, ne me mettez pas une pénalité, pas de pénalité. Et là, il a été terriblement solide. Encore une fois, on en a tous parlé hein, de cette histoire du DRS. Pour moi, elle montre quand même la solidité du gars, alors que c'est un Grand Prix qui est physiquement dur, un Grand Prix de nuit, un Grand Prix chaud, un Grand Prix humide, et un Grand Prix entre les murs. Hein, donc, tu vois, c'est très éprouvant physiquement. Et il arrive à garder cette lucidité à quelques tours de la fin, en sachant que sinon il se fait bouffer par les deux autres. Enfin, c'était 2 pitbulls qui étaient lâchés derrière lui, tu vois, donc il lui aurait laissé aucune chance, quoi. Voire même 3. Donc, voire même 3, voire même 4, hein, parce que Lonzo. Non, Verstappen, il est aux portes de. Tu rajoutais un tour de plus et il mangeait Charles. Hein. Alors, il a un peu couru finalement avec le cerveau de Lauda et le pied de Gilles Villeneuve. Alors ça veut dire quoi quand je dis ça? C'est Lauda. Que des références de Ferrari, quoi. C'est ça. Mais oui, rapidité, maîtrise de la course et le pied de Gilles Villeneuve. Voilà, et c'était un spectacle. Il nous a fait vraiment un spectacle. Donc les deux associés font que. Faut qu'on a eu une course extraordinaire. Alain, Leclerc a de nouveau été dominé par son équipier. Est-ce que tu vois des signes de progrès? Tu avais été très critique la semaine dernière en disant qu'il devait aller voir un sophrologue. Il se classe que 4e, mais bon, il y a peut-être des raisons à ça. Oui, il y a des raisons. Comme a dit Eric, il y a eu des petites circonstances qui ont fait que, mais bon, il était en dessous de Carlos. Point. C'est-à-dire que il a loupé les qualifs et voilà, il devait protéger, on peut le penser, dès le départ. Là, pour le coup, il l'a accepté. Ouais. Donc, c'est bien. Bon, par contre, il s'est quand même fait manger par Russell assez rapidement et par Hamilton sur la fin de course. Mais bon, il s'est fait manger aussi par Russell qui avait les pneus tout à fait frais. Ouais. On a vu à la fin que pour Mercedes c'était plus dur parce qu'ils avaient mangé les pneus un petit peu parce qu'ils ont attaqué comme des fous, mais c'était génial comme idée. Donc moi j'ai adoré le Grand Prix, pas uniquement parce que Ferrari est gagné, mais c'est le meilleur Grand Prix de l'année, passionnant, voire même le meilleur Grand Prix des 2 dernières saisons. Hein. C'est un très Grand Prix m'a tenu. Je crois qu'il faut remonter au dernier Grand Prix de la saison lorsque Verstappen était élu, c'est freudien, gagne le championnat du monde. Pas de polémique. Allez, d'où une surprise, c'est la fraîcheur, l'intelligence et l'indépassable Sainz qui est vraiment impressionnant. Et deuxième surprise, c'est la solidité de la stratégie de Ferrari. Allez, Tifosi, faites-vous plaisir. C'est la revanche de Ferrari, ce Grand Prix avec une victoire avec plus d'1 an d'attente. Mais peut-on parler de stratégie gagnante, selon vous? Tout était parfait ce week-end? Alors, pour moi, on peut parler de stratégie gagnante. C'est vrai qu'on a eu tendance, et moi le premier, finalement, à attendre beaucoup de Vasseur, notamment sur la voiture, alors que sur cette voiture, il ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, en termes de stratégie, en termes de dynamique d'équipe, là, il a un peu plus de maîtrise. Et je trouve que ce Grand Prix fait la démonstration, peut-être, de la Vasseur Touch. et je suis très heureux pour ça, et même pour le moral de l'équipe. Donc, j'ai le sentiment aussi que c'est la première fois qu'il y a une stratégie d'équipe où Sainz a pu profiter d'un Charles Leclerc qui lui a permis, en tout cas, d'atteindre cette victoire. Je ne sais pas si ça aurait été possible l'année dernière avec un Binotto. Donc,
Voilà, donc vraiment, je suis très heureux de voir comment ont évolué les choses. Éric, ton sentiment sur la stratégie, on sait que Ferrari était pointé de nombreuses fois du doigt l'année dernière et en début de saison. Quel est ton sentiment par rapport à la stratégie de Ferrari? Écoutez, il suffit de voir la réaction de l'équipe vis-à-vis de Fred Vasseur. Je crois que c'est ça qui a... l'équipe connaît maintenant, effectivement, il a cette petite manie d'écouter la musique, c'est Dire Straits. L'équipe a mis la musique dans l'hospitality quand Fred est revenu. Il a fait son petit coup de champagne comme il avait fait chez Alfa Romeo. Il est en train, ça y est, de prendre la main sur Ferrari. C'est quelqu'un qui a toujours tout réussi. C'est un vrai, je peux le dire en connaissance de cause, un vrai homme de la compétition. C'est-à-dire qu'il est, en gros, il est né dedans, hein, il a grandi dedans. Ferrari, c'est une grosse machine, grosse culture, grosse différence culturelle. Et donc, il a enfin réussi à mettre un peu son empreinte sur le système. Et on voit que là, ça y est, l'équipe commence à lui faire confiance, commence à l'écouter, commence à marcher dans la direction qu'il veut inculquer, et ça marche. Donc là, je pense que là, c'est un week-end extrêmement important pour Ferrari, pour Fred Vasseur, et pour Ferrari d'abord, évidemment. Et je pense que là, à partir de là, ça y est, la machine va se mettre en route. À Fred Vasseur de continuer à la diriger comme il faut. Alain, on a vu la stratégie gagnante dès le départ en mettant les softs pour Leclerc, hein, qui a permis de passer Russell, désolé à Laurent. Et déjà, la stratégie était gagnante dès le départ. Oui, tout à fait. Et avec Charles, là, je complète encore ce que dit Eric, c'est avec Charles qui respecte la consigne, alors qu'il aurait pu... attaquer comme il a fait il y a 15 jours. Jouer autrement. Mais non, là, clairement, il y avait une stratégie d'équipe mise en place et qui a été très, très bien exécutée. Ouais, mais bon, tu vois, c'est là où c'est problématique. Enfin, c'est là où c'est problématique. Non. Il y en a d'autres qui l'auraient jamais accepté, quoi. Ouais. Tu vois, il était un peu tendre, quoi. Tu vois, c'est un bon team player. Tu parles de Charles? Oui, mais enfin, il n'était pas jusqu'ici. Hein. Non, on l'a vu il y a 15 jours à Monza. Pas du tout. Justement, Laurent, Ferrari, là, c'est une inversion. Là, il a accepté. C'est tout de même fait un petit peu peur durant ce Grand Prix sur la fin, en n'arrêtant pas Leclerc pour couvrir l'arrêt de Mercedes, qui a été quand même un super coup de poker, qui a chaussé les pneus médiums. Fred Vasseur a déclaré se montrer très confiant, rassuré de la maîtrise de Sainz à contrôler la course. C'est vrai que, encore une fois, il est semblé indépassable, mais... Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un bémol à apporter en disant peut-être qu'il aurait fallu panacher les stratégies à ce moment-là? Je suis pas sûr, en fait. C'est difficile de le dire parce que tous les commentateurs ont tendance à dire ouais, il aurait fallu. On a un peu sacrifié Leclerc, mais moi je suis pas certain. Je pense que c'est le meilleur ensemble de décisions stratégiques de Ferrari depuis 2 ans, quoi. Oui. Et franchement, j'espère que ça va leur donner du peps parce que tu vois, ça va augmenter le niveau de la compétition de tout le monde, quoi. Donc Eric, cette victoire est quand même une surprise. Personne ne l'avait pronostiqué, et même Ferrari les premiers. La semaine dernière, on disait ensemble qu'ils avaient gagné parce qu'ils étaient seconds avec Sainz à Monza, parce que c'est un circuit atypique, que c'était vraiment un circuit où ils avaient optimisé la voiture pour cela. Là, ce n'est pas le cas, ils n'apportent aucune nouveauté, et puis boum, ils gagnent. Comment tu expliques ce regain de forme? Alors, ce n'est pas un regain de forme, ce sera plutôt... une perte de performance de Red Bull à la base. Il n'empêche. Ferrari est quand même là régulièrement devant depuis un moment. Alors quand on dit devant, c'est derrière les Red Bull. Mais là, c'est plutôt la surprise, ça vient plutôt de Red Bull en fait, qui s'est un peu perdu dans ses réglages, qui n'a jamais réussi à trouver le bon grip. On l'a vu, une voiture qui fonctionnait avec un type de pneu et pas avec l'autre, ce qui est plutôt normalement ça revient plutôt à Ferrari ou à Mercedes, ce genre de problème. Donc, assez étonnant d'avoir justement ces Red Bull qui sont vraiment en retrait, hein, c'est significatif. On va en parler. Et par contre, après, on voit effectivement des Ferrari qui font un week-end parfait, qui ont une voiture qui fonctionne. Je pense que quand on a une voiture qui fonctionne très bien comme les Red Bull, c'est toujours compliqué, c'est facile de se faire voir aller. Mais en même temps, si tu veux, à l'inverse, quand tu as une voiture qui ne fonctionne pas forcément, tu vois plus facilement les problèmes et c'est plus facile de les fixer. Donc, je dirais que Mercedes et Ferrari ont effectivement progressé. Quant à Red Bull, là, ils ont eu ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire sur cette course-là, en tout cas, ils se sont un peu fourvoyés, quoi. Quand Eric est à distance, il est frais pour travailler pour la FIA en termes de langue de bois. N'empêche, Alain, tu le reconnaîtras en tant que tifosi, il n'y a eu aucune update.
Les Ferrari avaient beaucoup de mal à maîtriser leurs pneus. Et là, il n'y a eu quasiment aucune dégradation. Hallucinant, le nombre de tours qu'il a pu faire, notamment Sainz. Ils ont trouvé le truc, tu penses? Ils ont trouvé un truc? Pas nécessairement. Je dirais qu'on verra plus clair au Grand Prix du Japon. Où là, oui. Voilà. Donc ça c'est. Mais voilà, moi je félicite l'équipe Ferrari, Fred et Carlos. Et puis je salue le fair play et le suivi de consignes de la part de Charles. Donc ça, pour moi, ça c'est une écurie qui est en train de se bâtir pour gagner. Sur le long terme. Félicitations donc à Fred Vasseur, première victoire en F1. Tu l'as dit depuis après 35 ans de carrière. Ferrari qui a mis fin, on l'a dit, à la domination de Red Bull, qui à la surprise générale a été dominée tout au long de ce week-end. Tu l'as dit, Eric, Red Bull était complètement à la ramasse. Ce n'est pas des propos de refait la F1, c'est des propos tenus par Fred Vasseur. Ferrari a enfin gagné un Grand Prix et stoppé les nombreuses victoires d'affilée de Verstappen. Comment tu analyses ça? Qu'est-ce qui s'est passé selon toi, Eric, du côté de l'écurie de Milton Keynes, qui n'a même pas pu se qualifier en Q1? C'est vraiment une catastrophe ce Grand Prix. 11e Verstappen en qualif en Q1 et 13e pour Perez. En Q2, pardon. Je ne sais pas qualifié, mais ça peut arriver si en fait on n'arrive pas à générer le grip, ce qui à mon avis est arrivé à Red Bull, puisque les problèmes que j'ai en médium ou en hard par exemple, où normalement la Red Bull n'a aucun problème de switcher sur tous les types de pneus, c'est plutôt la Mercedes et Ferrari normalement qui se plaignent d'un composant ou l'autre. Là en fait c'est plus, je pense qu'ils se sont fourvoyés dans des réglages. La piste de Singapour est particulière puisque c'est comme un circuit en ville. Donc c'est quand même aussi, c'est pas un vrai tarmac que j'ai qui a l'habitude d'être utilisé comme les circuits. Mais bon, à Monaco, ils étaient là ils sont pas là. Je sais pas, très sincèrement, il y a quelque chose en fait dans le réglage qui a empêché les voitures d'être dans ce qu'on appelle la fenêtre de fonctionnement des pneumatiques. Et c'est pour ça qu'ils ont eu des problèmes tout le week-end et que les deux pilotes se sont plaints d'une voiture difficile à conduire. Ouais. Est-ce que ça peut être aussi un problème de... On avait dit que la pénalité qu'ils avaient eue pour le dépassement de budget aurait un impact en fin de saison sur les limites en soufflerie et tout ça. Est-ce que ça peut avoir un impact à ce moment-là ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'on va avoir une fin de saison avec plus de compétition? C'est le début du déclin. Est-ce que c'est le début d'un... On sait qu'ils vont gagner le championnat et constructeurs et pilotes, mais est-ce qu'il va y avoir moins d'écart sur la fin de saison ou c'est juste que ce circuit ne leur convenait vraiment pas c'est pas le bon qui est parti, c'est pas grave. C'est pas le bon. Eric. Non, à ta question, c'est clairement pas. C'est ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire que c'est vraiment la façon dont ils ont dominé les dernières courses. C'est impossible que en 15 jours ou une semaine, ils aient perdu autant de performance. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les écuries, en fait, comme les autres écuries, ont travaillé d'arrache-pied. Donc, forcément, corriger ces problèmes, c'est toujours plus facile que d'essayer de faire progresser une voiture qui est, entre guillemets, parfaite. Ouais. Et donc, c'est clair que la concurrence se rapproche de Red Bull. Je pense qu'il y a aussi un autre phénomène. Leur voiture était tellement dominante sur les premiers Grands Prix. Enfin, si j'avais été à la place de Christian Horner, c'est ce que j'aurais fait. Je pense qu'avec justement, pour éviter cet effet de la pénalité de l'année dernière, ils ont switché très tôt sur la voiture de l'année prochaine. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de développement sur cette voiture. Et donc, petit à petit, effectivement, les autres se rapprochent. Et je pense que la vraie raison, ce n'est pas la pénalité, enfin, quelque part, c'est indirect, c'est que je pense que Red Bull a très tôt décidé de se concentrer sur la voiture 2024. Fabrice ? J'avais une question, parce qu'on en débattait justement avant l'émission. Est-ce que le problème qu'a eu Red Bull, contrairement à ce qu'ils disent, n'est pas lié à la nouvelle directive de la FIA concernant la flexibilité de ses ailerons? Parce que, bon, eux disent que ça n'a rien à voir, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une forme de solution au problème qu'ils ont rencontré? Et au-delà, j'ai rajouté un truc, Eric, c'est que toutes les écuries avec le design et les avancées et la philosophie Red Bull ont eu des difficultés, on pense à Aston Martin notamment, durant ce Grand Prix. Donc ça a du sens ce que dit Fabrice. C'est le seul. Non, effectivement, j'ai omis de parler de ça. Il y a forcément un impact. Clairement, Red Bull avait trouvé un petit truc qui était dans la flexibilité notamment, et puisque c'est comme ça qu'on améliore l'efficience, en tout cas l'efficacité aérodynamique. Clairement, ça a dû les impacter peut-être un peu plus que prévu. C'est clair. Maintenant, de combien, on verra ça effectivement, comme l'a dit Alain Suzuka, sur un vrai circuit, on verra ce que ça donne.
Au-delà, là, on a vu que même en étant à la ramasse, comme l'a dit Fred Vasseur, il reste redoutable en stratégie, en partant en pneus durs et en faisant le pari de ne pas s'arrêter lors du safety car. Ils auraient pu tirer les marrons du feu, hein, parce qu'à quelques tours près, ils se retrouvaient quasiment en tête du Grand Prix. Hein. C'est le genre de Grand Prix où, effectivement, si tu es loin, tu peux jouer un coup de poker et ça aurait pu réussir. Voilà. C'est impressionnant. Hein. Heureusement, le safety car, avec le problème d'Ocon, est arrivé un peu plus tôt, ce qui a gardé un petit peu plus de suspense. Ce n'était pas les plus rapides ce week-end, en tout cas Red Bull, ni Ferrari d'ailleurs. Hein. C'est Mercedes qui s'est montré les plus véloces et qui a bien failli remporter la victoire au grand plaisir de notre ami Laurent. Pari perdu pour Mercedes, mais quel coup de poker, Laurent, de Mercedes, en rentrant ses 2 pilotes au stand après le problème mécanique d'Ocon en fin de course et le virtual safety car. Oui. C'est la meilleure stratégie, on peut le dire? Oui. C'est la meilleure stratégie. Il l'avait annoncé. En disant, on garde des pneus médiums. Alors, ils ont fait deux choses. La première, c'est qu'ils ont réfléchi une stratégie de longue durée. C'est-à-dire, dans l'organisation de leur week-end, ils se sont dit, voilà ce qu'on pense qui pourrait arriver et voilà ce qu'on va faire. Donc, ils avaient gardé un jeu de médium neuf pour à un moment donné de la course. Donc, ça, c'est brillant. Et surtout, ils ont exécuté... Mercedes a été victorieux pendant de nombreuses années parce qu'ils avaient une bonne voiture, mais aussi parce que c'était des bons stratèges. Oui. Et quand on regarde finalement les 2 dernières années, on le voit aujourd'hui ils étaient moins mauvais que Ferrari, mais on ne pouvait pas dire qu'ils étaient bons. Plein de fois, ils avaient fait des demi-choix. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Le grand Mercedes, quand ils font rentrer Hamilton et Bottas en double changement de pneus sans perte. Ils dominaient quand même un petit peu. Quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une écurie. Là, j'ai retrouvé le Mercedes de la grande époque. Ça m'a fait plaisir. En clair, c'était les plus rapides, mais ils ont perdu. Les plus rapides. Ils ont perdu lors de la qualif, quoi. C'est là où ils ont perdu. Ouais, évidemment. Ouais. Oui. Ça aurait été intéressant s'ils avaient été premier, deuxième. Ouais. Ils ont signé quand même les 2 meilleurs tours les plus rapides pour Hamilton et Russell, malgré sa petite faute. Allez, brièvement, qu'est-ce que vous pensez de la faute de Russell? C'est malheureux, il les accumule un petit peu. Hein. Ça me fait penser un peu à Leclerc. D'ailleurs, il était au bord des larmes. Je vais te dire la coqueluche de notre ami Laurent, là. Hamilton il a quand même un peu poussé l'ami Georges. Hein, faut pas délirer, là. Là, Georges a craqué, oui, c'est clair. Mais je pense que celui qui mettait le plus de pression sur... c'est clair. Celui qui mettait le plus de pression sur Georges, c'était Lewis. Ouais, je pense que Lewis aurait pu gagner s'il était vraiment... Moi, j'en suis persuadé à la place de Russell. Lewis a quand même, dans la radio, très, très, très gentiment dit il faut que Georges hausse le ton, hausse le rythme. En tout cas. Je suis plus rapide. Et on a vu qu'il était quand même très, très prêt. Et Lewis était prêt à tout croquer. Ouais. Évidemment. Notre ami Guillaume, qui est notre grand fan d'Alpine, n'est pas là cette semaine, mais on va quand même s'intéresser à Alpine, qui est en regain de forme ce week-end, malgré, vous le savez, pas mal de difficultés. Alors, on était très embêtés pour titrer cette partie. On a titré Alpine l'histoire sans fin, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire se répète d'année en année. Alors, on va s'intéresser au bleu. D'abord, une bonne performance de Gasly, 7e. Ocon, qui était super brillant ce week-end, mais qui était dans une belle position, et puis nouvel abandon. On ne comprend pas trop ce qui se passe, Eric. Problème encore moteur, alors qu'on pensait que c'était réglé. C'est vraiment de... Bon, d'abord, on comprend l'impatience du coup de Luca Di Meo. Hein. Là, il doit être furieux après ce week-end. Ouais, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Il va falloir être encore un peu plus patient. Parce que la F1, on ne corrige pas le tir d'un week-end sur l'autre. Alors oui, il y a des cas particuliers, comme McLaren cette année. Voilà, on ne change pas en cours de saison une philosophie. Après, effectivement, c'est quand même un beau week-end à la base pour Alpine, parce qu'ils sont, comme on dit, best of the rest. Si on relève les 3 top teams. Voilà, ils auraient dû faire beaucoup mieux. Esteban était clairement en super forme. Il a fait un début de course incroyable, des passes d'armes incroyables, un pilotage vraiment au top. Une voiture qui était au top et un top 5 était possible pour lui, en tout cas. C'est compensé par une 7e place de Gasly, mais c'est un week-end qui aurait pu mieux finir. Alpine étant toujours en pleine restructuration, je vous rappelle, hein, il n'y a toujours pas de vrai team principal, pas vraiment d'organisation. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'il va falloir mettre en place et être patient, je le répète, avant de pouvoir récupérer, comme on dit, les fruits de son travail, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu
c'est un peu voilà, une boîte sans tête. Donc, il faut que tout se mette en place, les gens en place, et recruter, et reconstruire la confiance et tout. Donc, voilà. Il n'empêche, Eric, quand on titre l'histoire sans fin, c'est qu'on a le sentiment, je ne sais pas si Alain veut rebondir, ou Fabrice, ou Laurent, on a l'impression que chaque année, c'est le même scénario qui se répète. C'est-à-dire que soit il se passe rien, et puis ils brillent dans des grands prix, quand ils brillent, ils sont en tête, et puis ils cassent un moteur. Soit il y a une opposition entre les deux pilotes, soit il y a un mauvais choix stratégique. C'est toujours les mêmes scénarios qui se répètent d'année en année. C'est assez fou. Et il y en a beau changer les directeurs d'écurie, c'est toujours la même chose qui se passe. Je ne comprends pas. Il va y avoir quelque chose de systémique au sein de l'écurie qui puisse s'expliquer quand même. De l'écurie ou du groupe par rapport à l'écurie aussi. Je veux dire, l'intervention du haut par rapport à l'écurie, la Formule 1, comme l'a déjà dit Eric, c'est quelque chose à part. Et on ne gère pas une écurie de Formule 1 comme on peut gérer d'autres types d'entreprises. C'est un truc très spécial. Et là, il y a une impatience chez eux. Bon, on ne peut que prier pour eux, mais je n'ai pas envie. Allez, un petit cierge. Tu n'en as plus besoin là pour Ferrari. Si. Et puis l'église d'Enstone, il n'y a pas de cloche. Donc, voilà. Oui, il y a des formes de cloches, dirons-nous, mais pas forcément les... Ouais, et les courses de Viry, alors là, c'est encore autre chose. Bien, assez critiqué Alpine, on sait que ça fait du mal à notre ami Guillaume qui sera avec nous lors du prochain, on refait la F1. On s'intéresse tout de suite au moment fort. Cette émission s'appelle le Quiz F1. Le quiz est fin, je sors mes Dis-moi. Tout à l'heure, je t'entends, moi, commenter. Quand même, ça y est, tu te réveilles. Commenter, tout ça. Et tu n'as pas regardé le Grand Prix, toi? Comment ça, j'ai pas regardé? Tu as fait que pleurer par texto, que tu n'avais pas de connexion et tout ça. J'ai mon fournisseur bien aimé de Grand Prix qui était dans l'app à cracher. Et je sais pas, il y avait trop de monde connecté, je n'arrivais pas à regarder le Grand Prix, effectivement. Mais j'ai quand même pu regarder le Grand Prix, je suis un geek, tu le sais bien. Et comment tu as fait? Eh bien, j'ai regardé un Grand Prix dans un pays étranger, francophone, que connaît bien notre ami belge, et italien aussi, ici présent. Parce qu'en fait, en Belgique, tu peux voir le Grand Prix. Il y a encore des pays en Europe où il y a des Grands Prix en clair. Sur des chaînes publiques? Et sur des chaînes publiques. Effectivement, quand tu viens, tu te connectes avec ton Mac. En plus, c'est Gaëtan sur la RTBF. Donc voilà. Et quand tu te connectes depuis la France, ça ne marche pas, évidemment, parce que c'est bloqué pour des questions de droit. Mais si tu installes un petit VPN, comme NordVPN, qui est notre partenaire, tu peux effectivement regarder sans difficulté. J'étais bien content d'avoir un abonnement ce week-end. Écoutez, donc allez sur ORLM, sur NordVPN/ORLF1, ok, donc nordvpn.com/ORLF1, et vous aurez une offre ORLF1. Donc pour 3 € par mois, vous avez accès à tous les VPN de NordVPN, et donc vous pourrez regarder les Grands Prix belges. Et Gaëtan, c'est vrai que Gaëtan, c'est intéressant, quand on ne connaît pas les commentaires, ça vaut le détour. Hein. Exactement. Ouais. Tout à fait. Merci, c'était notre page couleur. Allez, le quiz est fin. 4 questions, vous le savez, une réponse. Ça veut dire qu'on va être rémunéré ou... À terme, bien sûr. Bien. 4 questions. Ça tombe bien, il faut que je renouvelle mon abonnement, moi. 4 questions, une réponse dès la première, vous rapportez 4 points, 3 points pour la seconde, etc. Allez. Attention, êtes-vous prêts? On parle d'un pilote. Ce pilote britannique a fait ses débuts en Formule 1 en 2019. Ce pilote britannique a fait ses débuts... Lando Norris. Non. Deuxième, donc Eric est éliminé. Malgré ma voiture peu compétitive, je me classe second au Grand Prix de Belgique en 2021. Russell. Georges Russell, et c'est Laurent qui prend la tête. Ah non, je l'ai dit, non. Non, je l'ai dit avant toi. C'est quoi cette arnaque là? Non, mais attends, tu rigoles. C'est ça la latence d'être en duplex. Si tu étais avec nous en plateau, voilà. Possible, hein. Moi je suis en haut débit, vous ne l'êtes pas, c'est pas possible. 3 points pour Monsieur Pantanas. Vu de la latence négative, c'était en même temps, vous l'avez dit en même temps. Non. 3 points pour Monsieur Pantanas. C'est Eric qui est le juge de paix là. Attends. Ah ouais, là je suis d'accord, là. C'est une honte. C'est quoi? C'est pas possible. Allez, tu vas te rattraper. C'est n'importe quoi. Un pilote. Ah oui. J'étais très proche de remporter le championnat. Philippe Massa. Attends, t'as lu mes notes? Non. Non, mais attends. Attends, c'est n'importe quoi, ça. Non, mais c'est ce truc. J'étais très proche de remporter le championnat en 2008, Felipe Massa. J'étais victime d'un grave accident en Hongrie en 2009. J'ai couru pour Sauber. Tout le monde parle de lui en ce moment. Maintenant, il veut faire témoigner Lewis Hamilton. En lui disant, mais rends le Grand Prix, il y a tellement de titres, truc.
Allez, Laurent, je pourrais dire la même chose à toi. Rends-moi mes points, c'est bon, tu as suffisamment de points. Rends-moi mes points pour Laurent. Non, mais ce garçon n'a aucun fair play, donc il ne faut pas rêver. C'est possible. Aucune vergogne. C'est n'importe quoi. Sans vergogne. Et il dort dans le studio. Or, je soupçonne qu'en fait, cette nuit, il est allé lire le quiz. C'est clair. Eric, ton sentiment, tu étais en F1 au moment de, je crois bien, oui, au moment de cette année extraordinaire où effectivement Hamilton dans le dernier tour au Brésil remporte le Grand Prix, remporte le championnat. Si je peux terminer. J'étais devant ma télé, j'étais en F2, mais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette volonté de Massa d'essayer de gagner sur tapis vert 15 ans après ou 10 ans après son titre de champion du monde, qu'il très honnêtement le méritait à l'époque, hein. Il le méritait évidemment parce que le Crashgate de Singapour effectivement a modifié la donne. Je ne comprends pas. Vous parlez de quoi là? Je ne vois pas. Mais qui arrivait juste après. Réécrire l'histoire 10 ans après, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Voilà. Moi, juste pour info, c'est une des pires images de Formule 1 en termes d'émotion. Hein. C'est-à-dire que donc en fait, Massa est champion du monde, hein, donc à un tour il gagne le Grand Prix. Et donc il gagne le Grand Prix, donc il passe premier, et donc le père, on voit les images du père du Massa et des mécaniciens Ferrari qui sont ultra heureux. Et en fait, comment s'appelait ce pilote? C'est quoi? C'est un pilote allemand? Ouais. C'était Timo Glock. Timo Glock, il fait quoi? Ça glisse, hein, il fait une glissade. Il y a d'abord Vettel qui double. Non, il n'a pas de grip. Déjà, il y a Vettel, débutant, qui double Hamilton. Ouais, c'est ça. Il y a Vettel qui double Hamilton. Donc là, il n'est plus champion du monde. Parce que Vettel double Hamilton avec une Toro Rosso, hein, si je me souviens bien. Et après, effectivement, Timo Glock se laisse dépasser dans le dernier virage. Ou l'avant-dernier virage. Ouais. Et en fait, eux le savent pas, parce que pour lui, il est passé, tu vois, l'ordre des trucs. Il a été champion du monde pendant 15 secondes. Il a été champion du monde pendant 15 secondes. Et à ce sujet-là, je peux te poser une question? Ouais. Hamilton était sur quoi comme voiture? McLaren. Ouais. Mercedes. Et alors? Et quelle est la nationalité de celui qui laisse passer? Il est allemand. Et Mercedes, c'est quoi? Oh, ça y est, théorie du complot. Non, ça y est. On dit toujours que Ferrari triche, machin, faut arrêter, quoi. Non. Je n'ai pas vu venir, ça, ouais. Alain, je pense que tu as bien fait de rappeler tout ça. Cette mauvaise foi qu'on aime. Donc 6-0, il flambe, c'est Monsieur Pantanach. On va voir si. C'est même 7, figure-toi. 7, 4 et 3. Il a tellement triché qu'il est à 7. Alors, on va faire un peu d'histoire. Donc, c'est pas récent. On va faire un peu d'histoire, je vous préviens. Voilà. Je suis un moteur turbo. J'étais conçu par une célèbre marque de voitures de sport, mais elle n'apparaîtra jamais sur le flanc de la F1. Prends des risques. BMW. Eh non, j'étais sur la marque sur le flanc. Je refais. Allez, j'ai été conçu par une célèbre marque de voitures de sport. Il regarde les notes. Mais elle n'apparaîtra jamais sur le flanc de la F1. BM a apparu sur le flanc de la F1. Mais on oublie celle-là. Et c'est une écurie ou un moteur? C'est un moteur. Moteur turbo. C'est Ford. Perdu. Ford a apparu sur les moteurs de F1 et F1. Ce moteur a été triple champion du monde dans les années 80 quand même. Bordel. Honda? Et non, Honda, sur le flanc. Sur le flanc. On l'a déjà dit, c'est Honda. Ouais. Cosworth. Sur le flanc, il y était Cosworth sur le flanc. En dans les années 80, triple champion du monde Cosworth, je crois pas. Nous sommes sur le flanc. J'ai été utilisé par une équipe britannique qui porte son nom d'un fondateur néo-zélandais. McLaren. Et oui, et mon nom était associé à l'horlogerie suisse. Attends. Taguer, Motec, Tag Porsche. Oui. Porsche. Oui. Porsche n'est jamais apparu. Souvenez-vous la McLaren de Prost, on la voit. Le moteur Tag Porsche, mais le nom Porsche n'est jamais apparu. Mais c'était un moteur Porsche. Pas mal. Et c'était une exigence de Porsche. Un peu tordu, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Belle question. Mais historiquement, c'est génial. Je vous fais un peu votre explication, les amis. Non, mais celle-là, elle est bien. Elle est bien, celle-là. C'est-à-dire que McLaren a été chercher Porsche pour faire un moteur. Et Porsche a dit on vous le fait, on vous le conçoit, mais vous ne mettez pas notre marque parce qu'on ne veut pas. Et c'était financé par Mansour Roger, le groupe. Qui est le patron de Tag. Le bon vieux Mansour Roger. Ils ont gagné 3 championnats du monde pour un moteur qui n'était pas très performant, chapeau bas, surtout très économe. Allez, un petit directeur d'écurie. Alors et là, ça fait quoi en termes de score? Ça fait toujours 7-0. Hein. Donc il n'a pas encore gagné. Vous pouvez revenir, mais il faut prendre des risques. Un directeur d'écurie.
Je suis aussi, voire plus connu que Christian Horner et Toto Wolff sans jamais avoir remporté le Grand Prix. Je précise que c'est un directeur d'écurie actuel. Je suis aussi, voire plus connu que Christian Horner et Toto Wolff sans jamais avoir remporté un Grand Prix. Ok. Gunther Steiner. Mais ouais, Oui, Gunther, oui. 4 points. Putain. Et qui est plus connu que. Ah ouais, c'est une star, tu peux même pas. Tu surveilles Netflix. Les mecs portent des C'est t-shirts de Netflix, lui. on est d'accord, ouais, c'est Netflix. C'est Netflix. Bon, d'accord. Bravo. Et j'ai lu son bouquin, là, j'ai fini son bouquin. Avant de créer l'écurie, ça je savais pas que je dirige, j'ai travaillé pour Jaguar puis Red Bull. Il a travaillé pour Red Bull. Il a travaillé pour Niki Lauda. Ouais, bah Il a travaillé pour Niki Lauda. Il te raconte des histoires dans son bouquin avec Lauda où Lauda essaye de sortir un chauffeur japonais qui conduit comme un pied. Il s'énerve, ils arrivent à une barrière de péage, il ouvre la portière, il sort, il attrape le gars, il essaye de sortir le gars, et le gars, il reste accroché au volant. Le gars, et ça dure 10 minutes à la barrière de péage. Et là, les gars réalisent que c'est Niki Lauda. Les gars s'arrêtent et ils disent, ce que dit Gunther Steiner, c'est heureusement à cette époque, il y avait pas de téléphone portable, parce qu'aujourd'hui, l'image de Lauda en train d'essayer d'arracher le japonais du volant de la voiture, ça serait, mais sur toutes les vidéos, ça tournerait en boucle. Ça, et moi, je lui dis, Niki, on va pas y arriver, ça sert à rien. Niki, on va pas y arriver, ça sert à rien. Ça, c'est Red Bull avec. Bon, bref. Donc, je suis devenu populaire, bien sûr, grâce à la série documentaire Drive to Survive sur Netflix, et je dirige aujourd'hui l'équipe. Ils n'ont jamais gagné, même. Gunther Steiner. Gunther Steiner. Il est italien. Hein. Il est italien. Il est italien. Il est autrichien-italien. Non, il est américano-italien. Il est américain aussi. Oui, américano-italien. Il m'a raconté qu'il vivait aux États-Unis, qu'il était américain, qu'il avait une grosse boîte, et ça dans le carbone, un truc comme ça. C'est moi qui t'ai dit ça, ouais. C'est dans le. Non, c'est Eric. Non, c'est moi. Non, c'est Eric. Non, c'est moi. Eric. Non, c'est moi. C'est moi, Fabrice. C'est Laurent. Ça fait pitié, là. Ça fait pitié. Allez, un grand directeur technique de la F1. Un grand directeur technique de la F1. J'ai débuté ma carrière chez Benetton. James Allison. Il reprend le lead. Il reprend le lead. James Allison, effectivement. J'ai travaillé pour Ferrari. J'ai travaillé pour Lotus avec toi. Et j'ai travaillé chez Mercedes et je travaille chez Mercedes. Donc 8-7, c'est ça en régie? Franchement, t'es pas cool. Hein. La seule fois où j'aurais pu gagner, tu m'as sur le fil. Franchement, Eric, c'est pas fair play. Hein. Non, c'est pas fini. Ta stratégie d'espionnage est très bonne pour toi. Il reste une dernière question. Ça fait 8-7, c'est ça en régie? Ouais. Allez, la dernière question est donc pour la victoire cette semaine. Ah, c'est un pilote. Attention, si tu perds celle-là, j'ai toujours couru pour le même motoriste. Lewis Hamilton. Ouais, oui, la Hamilton. Putain, non, t'as pas le droit, non. Ah, tu fais, c'était pour toi. Mais non, putain, mais je suis en train de me dire, mais oui, en fait, il était chez McLaren avec le moteur. Mercedes, non, je suis pas d'accord, putain. C'est ton chouchou. Mais oui, je sais, mais oui, putain. J'ai toujours couru pour le même motoriste Mercedes. Oui, monsieur le maire. Est-ce que tout le monde a bien entendu ce que tu viens de dire, Olivier? Est-ce que tu as bien dit, je l'ai faite pour toi cette question? C'est oui. Ça, il n'y a pas de public, il n'y a pas de connivence. Bien, Fabrice, tu as bien repéré le coup. Je n'ai connu que deux écuries dans ma carrière. C'est effectivement McLaren et Mercedes. Le troisième indice, il était plus fin, c'était Pussycat Dolls, puisque sa petite amie était Nicole Scherzinger. Et accessoirement, cette fois champion du monde, Lewis Hamilton. Et c'est donc encore une fois, en l'absence de Guillaume, monsieur le team principal, Eric Bouillet, qui remporte ce quiz est fort, bravo. Bravo. Voilà. Il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Good job. Solid. Very solid. Il est revenu du diable au Vauvert. On espère que Ferrari reviendra aussi fort cette semaine au Grand Prix du Japon, dont on va faire tout de suite des pronos, bien sûr. Allez, avant de parler du Grand Prix du Japon, on rappelle vos pronos de la semaine dernière. Verstappen, Hamilton, Leclerc. On va dire Verstappen, Perez et Leclerc. Non. Verstappen, Leclerc, Perez. Non, arrête avec Leclerc. Et moi, je suis avec le boss. Verstappen, Perez, Leclerc. Voilà. Verstappen premier. Le deuxième, Fernando, quand même, Alonso. Et le troisième, pour faire plaisir à Laurent, mais je pense qu'il c'est un Grand Prix qui lui va bien. Lewis Hamilton. Tu as le troisième. Hein. Tu as le troisième. Tu as le troisième. Aïe, aïe, aïe.
J'ai au moins 1 sur 3, mais bon... Tu es le moins pire, tu es le moins pire. On garde dans 15 jours, on parlera d'Aston Martin Oui, ce serait bien qu'on parle quand même des performances un peu d'Alonso quand même. Hein. Ça fait 2 Grands Prix qui va dans le mur. Hein, donc, arrête. Non, on en parlera. Et puis surtout, on en parlera de l'avenir de l'écurie et de l'avenir du fils du patron de l'écurie. Donc on a tout faux, il faut faire mieux. Quels sont vos pronos cette semaine, les amis du Grand Prix du Japon? Est-ce que vous voyez Red Bull revenir du diable au vert et reprendre la domination? On commence avec Laurent. Verstappen, Hamilton, Russell. La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Verstappen, Hamilton, Russell. Pas de Ferrari? Non. Putain, pardonnez-moi, mais ça me surprend. Monsieur, mon père. Moi, je dirais Verstappen, Lando et Charles. Charles? Oui. Sainz, vous avez vu Sainz comme il est en forme? Ouais, mais bon. Monsieur le maire, Pépone. Verstappen, Charles et Sainz. Ah, Sainz, ok. Eric, prends des risques. Et je dirais Verstappen aussi. Je vais mettre Lewis et Charles. Donc on est tous d'accord, mais moi aussi, que Verstappen va reprendre le lead. Donc je mets Verstappen, 2e, Norris, 3e, Piastri. On note, je relève les copies, on se retrouve dans 15 jours, car c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve donc dans 2 semaines, juste avant le Grand Prix du Qatar, et on débriefera ensemble et on verra ce qui a eu raison ou tort. On refait la F1, vous le savez, c'est chaque jeudi soir, la semaine d'un Grand Prix. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut! Alain,